voyage de Champollion. Oui, bonjour. Bonjour. Le dernier voyage de Champollion, c'est-à-dire qu'il a voulu, après avoir découvert, faire accéder aux beautés de l'Égypte, aller vérifier de visu sur la fin de sa vie ce qui avait permis de découvrir au monde, et c'est un voyage initiatique, le premier voyage de confirmation qu'il avait vu juste. Ah oui, absolument. Donc en fait, le voyage en Égypte, le titre du livre, c'est le dernier voyage, mais qui est le premier, en fait, le seul et unique voyage que Champollion ait fait dans sa vie, alors que c'était son rêve d'enfant. Et donc il l'a fait en 1828, 6 ans après avoir découvert la clé du système hiéroglyphique. Ça a été très compliqué pour lui de monter cette expédition parce qu'il lui fallait des fonds, il fallait le soutien du roi de France. Et donc finalement, le roi de France a accepté de participer à cette expédition parce que le grand-duc de Toscane participait pour la moitié des frais de l'expédition. Donc dans ce voyage, il y avait 14 personnes, 7 Français, 7 Toscans. Champollion dirigeait cette expédition qui a duré 1 an et demi, dans des conditions qu'on imagine assez difficilement aujourd'hui, mais quand on a été en Égypte, on se rend compte de la difficulté du voyage. Et donc, Champollion, pour lui, mettre le pied sur la terre égyptienne, c'est un peu Moïse mettant le pied sur sa terre promise, c'est-à-dire que pour lui, toute l'Égypte vibre dans son sang et dans son cœur depuis son enfance. Et là, maintenant, il va, donc c'est 4 ans avant sa mort, et il arrive enfin à monter cette expédition. Et il fait ce voyage avec l'idée aussi, et principalement, de vérifier que la clé de cette langue qu'il a découverte fonctionne bien. Comme on sait qu'en Égypte, il y a des textes partout, sur les temples, dans les tombeaux. Donc, c'est une mise à l'épreuve de son système. Et par là même, le fait de relever les textes et de passer presque 1 an et demi avec ses collaborateurs qui sont essentiellement des peintres et des dessinateurs, à relever les textes et à les traduire, il sort l'Égypte d'une nuit de 4000 ans. C'est-à-dire qu'il révèle au monde une civilisation que tout le monde ignorait et avait perdue, surtout puisqu'il n'y avait pas la langue. Et c'est proprement le génie des Lumières, puisqu'il nous a apporté la révélation d'une civilisation dont nous sommes issus, et il le découvre en lisant les textes, et particulièrement dans les tombeaux. Alors on découvre tous les jours des nouveaux tombeaux, tous les jours des choses extraordinaires. On se demande quand ça va s'arrêter. C'est vrai que nous sommes chez Maya, où dès qu'on voit quelques arbres, on découvre une cité perdue. Et parmi les grandes égyptologues, vous avez choisi de faire la biographie de Christiane Desroches-Noblecourt. Alors oui, de Christiane Desroches-Noblecourt, pour quelle raison? D'abord parce que d'abord j'ai été son élève dans les dernières années de sa vie à l'école, où elle dirigeait le département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, et en même temps elle enseignait. Donc j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur. C'est une femme que j'ai beaucoup admirée, mais je n'ai pas fait sa biographie uniquement pour cette raison. Christiane Desroches-Noblecourt, dans toute l'histoire de l'épopée de l'égyptologie qui commence avec Champollion, elle est la seule femme à avoir laissé son nom, à avoir gravé son nom dans l'histoire de l'égyptologie. Il n'y en a aucune jusqu'à aujourd'hui qui a eu le même rôle et la même détermination et le même bagage que Christiane Desroches-Noblecourt, parce qu'il faut comprendre qu'à travers sa vie, non seulement elle a fait beaucoup pour l'Égypte, elle a fait beaucoup pour l'égyptologie, elle a fait beaucoup pour le musée du Louvre, qu'elle a énormément enrichi. Elle a passé 50 ans de sa vie au musée du Louvre, mais parallèlement à ça, c'est elle qui a initié ce qu'on appelle la campagne de Nubie, c'est-à-dire en 1954, quand Nasser arrive au pouvoir et qu'il décide qu'il faut moderniser et industrialiser le pays, et qu'il va construire un grand barrage au sud d'Assouan. Ce grand barrage va créer un lac de 500 km de long qui va noyer la Nubie. Noyant la Nubie, il noie toute une partie de l'histoire, et avec 2 temples emblématiques qui sont les temples d'Abou Simbel et les temples ensuite de l'île de Philæ.